Bonjour, M. Paul. Bonjour, Sophie, comment allez-vous? Ça va bien? Ça va bien, oui. En ce mardi. En ce mardi, semaine écourtée. Comme un lundi pour nous, voilà. mais pas du côté américain. Hein. Les marchés étaient ouverts. Donc oui, c'est vrai. Puis c'est ce que je disais, on a battu encore un nouveau sommet sur le marché américain. Donc là, il y a peut-être un petit peu plus d'hésitation. Effectivement, oui. Bien, il y a Walmart un matin là, qui a shaké un petit peu tout le monde. On sait que Walmart, c'est un gros joueur. Hein. Donc, évidemment, que ça a un petit peu d'impact. Donc, on va voir ça ensemble. On va commencer, notre menu habituel, c'est la revue économique, oui. Surtout les données américaines, évidemment. Puis, on va faire après ça, en deuxième partie, on est dans la toute fin là, du trimestre 1, des divulgations d'entreprises. On va jeter un regard sur Ralph Lauren et Rax. Il y en a d'autres aussi, mais ça, c'est les principaux. C'est toujours 5 à chaque semaine. Alors, eux, on a un petit topo sur eux. Alors, les données économiques de la semaine dernière, vente au détail. Évidemment, tu me corriges, Sophie, oui. si mes données ne sont pas, c'est ça. Des fois, là, vous avez des données de dernière minute que j'ai pas moi. Alors, théoriquement, ça serait 0,0. Donc, évidemment, c'est pas une bonne nouvelle parce qu'on aurait voulu avoir des ventes de détail beaucoup plus fortes. C'est moins que l'estimé et beaucoup moins que le dernier résultat qui est à 1,1. Donc, on dit souvent, puis on va voir tantôt, confiance du consommateur apparemment est là, mais il ne dépense pas. Ça ne se traduit pas au magasin. Même chose pour vente au détail. Si on exclut les autos, pas mieux non plus. Ouais. Ça a été négatif. Donc, ce n'est pas des bonnes nouvelles en soi. Mais bon, le marché, de toute façon, pour le moment, on juste Janet en tête, FOMC cette semaine. C'est ça qui les intéresse plus que d'autres choses. Puis, je le répète, des mauvaises nouvelles sont souvent des bonnes nouvelles pour le marché. Pour le marché. Ben oui. Voilà, parce que... Et vice-versa. Parce que c'est supposé, en théorie, faire patienter, bien qu'elle ne soit plus patiente, mais qu'elle est tout le moins pas impatiente, ce qu'elle a dit elle-même, notre amie Janet, pour l'augmentation des taux. Alors, vente au détail, on voit ici, malgré tout ça, mine de rien, notre courbe annuelle, bien, est toujours en déclin. Donc, c'est bien beau, là, les mauvaises nouvelles qui sont des bonnes, mais bon matin, il va falloir que ça se place, parce que si le consommateur américain ne consomme plus, là, ça va devenir une vraie mauvaise nouvelle. Oui, effectivement. Voilà ce que ça a donné dans les marchés. Je rappelle aux gens, la section bleue, ici, c'est en pre-market, qu'on appelle avant les heures. Ça, c'est 9h30. Ici, c'est avant 9h30, 8h30. Quand ça a sorti, déjà, on a vu que ça a eu c'était mal reçu par Wall Street parce que on prend le SPY, qui est le S&P 500, l'ETF, et on voit que ça a reculé avant les marchés. Mais à l'ouverture, ça a remonté. C'est souvent dumb money, smart money. On va en parler un petit peu plus loin là, dans un autre exemple que j'ai. Mais finalement, on voit qu'on a eu une journée qui a été baissière, qui était un peu logique par rapport à la nouvelle qu'on a vue. Pas trop le cas, mais là, c'était le cas. Demande de chômage, bon, ça, c'était une bonne nouvelle en soi. Moins élevé que prévu et un peu moins élevé que la dernière fois qui a été toutefois revisé. Alors, pas évident de suivre ça, là, mais pour le moment, disons que c'est une bonne nouvelle en soi. On voit qu'au niveau du graphique, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un graphique, comme toujours, qu'on ne veut pas voir dans son portefeuille, graphique baissier, mais qu'on veut voir pour les demandes de chômage. Donc, c'est constamment à la baisse. Alors, c'est... à se demander si on n'ira pas à zéro. En théorie, ça ne devrait pas, là, mais... Voilà. Ça, j'ai jamais vu. Alors, l'indice des prix des producteurs, bien ça a reculé. Alors, on a mis ça en rouge parce que, théoriquement, la Fed veut de l'inflation avant de bouger. Par contre, Wall Street n'aimera pas qu'elle bouge. Donc, eux autres, encore une fois, sont bien contents de ça. Mais on s'éloigne de l'objectif de la Fed, là, de son 2 d'inflation. Si on est pour toujours reculer. Là. Ça, c'est les producteurs, mais ça vient juste avant l'indice du consommateur. Un a une influence sur l'autre. On voit ici, là, on est vraiment en recul. Là-dessus, là, ça va pas pantoute dans le sens qu'elle voudrait, mais ça va dans le sens que, probablement, ce que Wall Street veut. Mais encore une fois, ces affaires-là, ça a une limite aussi. Ça va trop mal, ça finit par vraiment aller mal. Ouais. Alors, demande de chômage, 8h30, avant l'ouverture du marché, on le voit, il n'y a pas eu... Bon, évidemment, il y a des mèches de chandelles qui ont plongé. Là. Ça, c'est des petites transactions qui sont passées rapidement, mais rien de majeur. Et même que par la suite, les marchés ont monté. Alors, eux autres ont considéré ça comme une bonne nouvelle. Ils ont monté toute la journée. Indice du sentiment du consommateur, ça fait plusieurs fois qu'on bat des records là-dessus. Souvent, on dit que c'est pas... convergent corrélé avec les ventes au détail, mais là, ça l'est. Mauvaise vente au détail et mauvaise... À moins qu'à un moment donné, je trouve même... je suis étonné du chiffre, là, c'est très bon. Hein? Ça c'est ça. Ça a baissé bien ça. Hey, c'est énorme, là. C'est 7 points, ça. Ben oui, c'était... c'est énorme, énorme. C'est comme soudain. On le voit sur le graphique, hein?
Ça allait bien, ça montait depuis déjà plusieurs mois. Ça, c'est les bâtonnets qui sont ici, c'est chaque résultat qu'on a eu. On était en descente, on avait une remontée au dernier résultat, mais là, on vient de prendre, en québécois, une débarque, 7 points à la baisse, là. Alors ça, et puis pourtant, les marchés sont bien heureux. La vie est belle. On a battu des records. C'est un peu aberrant, quand on regarde ça. Puis on dit souvent aux gens, on n'a pas le choix. Il ne faut pas passer à côté de ça. Il faut regarder ça, Mais tout repose sur les propos de Mme Yellen. Si tout là, on a complètement éliminé, il n'y a pas de hausse de taux en juin, donc on retarde ça. Oui, c'est ça, en fait, sauf qu'il y a un président de la Fed de Chicago qui lui a déclaré qu'il pourrait en avoir une. En tout cas, c'est assez particulier ce qui se passe de ce temps-ci. Mais bon, écoute, les marchés vont bien où ils veulent aller, puis il faut les suivre. Donc, sentiment du consommateur à 10 heures. Mauvaise nouvelle, hein, on vient de le voir tantôt, là, 7 points de baisse, mais les marchés... En tout cas, ils ont eu l'indécence de ne pas monter, mais ils n'ont pas baissé. Hein? Ils ont fermé la journée à peu près au même niveau qu'ils l'ont ouvert, avec pourtant une très mauvaise nouvelle, encore une fois, qui est probablement une bonne nouvelle pour Wall Street. C'est pour ça que les marchés battent des records, parce qu'ils se disent, là, écoute, Jeannette, ça continue, ils n'augmenteraient même pas cette année, les taux. Parce qu'ils ont dit que oui, hein, mais on a vu changer d'idée souvent, la Fed, dans l'histoire de la Fed. Il ne faut pas se surprendre avec ça, qui pourrait changer d'idée. Dépend tôt comment l'économie va se porter. Donc, une semaine qui était négative au niveau du score, 4-1, et pourtant, on a eu une semaine positive là, au niveau des marchés. Pas beaucoup quand même, mais malgré tout, on serait attendu peut-être à une baisse, mais ça n'a pas été le cas du tout. Et ça, c'est pour la semaine qui vient. Les données économiques qu'on va surveiller, mais déjà, il y en a une qui est sortie ce matin, très bonne. Excellente, là. C'est ce que je disais, un sommet des 7 dernières années, 20 d'augmentation. Oui, très, très bon. Plus fort que prévu. Les permis aussi sont en haut, j'ai marqué ça tantôt. Donc, plus haut que les estimés, d'ailleurs. Les estimés qui sont là... plus que les estimés. Nous, on a fait ça durant le week-end, là, mais ce matin... Alors, 1135 par rapport à l'estimé de 1029 du côté de la construction résidentielle. Oui, et les permis aussi sont en hausse. Cette semaine, ce qu'on va surveiller, c'est évidemment les minutes du meeting. En fait, c'est pas le meeting, c'est les minutes, mais souvent, quand ils relisent les minutes, ils se disent « Ah, il me semble que je n'avais pas compris ça comme ça », puis là, ça brasse les marchés. Donc, on va passer maintenant à nos divulgations. Oui. On va le faire après la pause. Oui, c'est ça. C'est à peu près à peine 15 secondes, mais évidemment, on va toujours surveiller, et je l'avais montré rapidement, mais les données de l'emploi jeudi, demande d'assurance chômage pour voir si la tendance à la baisse se poursuit. C'est toujours suivi avec beaucoup d'attention et on poursuit après la pause en compagnie de Régent-Paul. À tout de suite. De retour en compagnie de Régent-Paul, président de Day Trader Canada, on va regarder, en fait, parce qu'on termine la saison des résultats trimestriels, on va regarder les titres dont les compagnies ont publié et surtout leurs réactions, parce que des fois, c'est pas toujours ce qu'on pense. Non. Et c'est pas toujours facile. On va penser à la Fed. À commencer par Ralph Lauren. Effectivement. Et comme vous mentionnez si bien... on dit, il tire à sa fin. Le monde dit, mais là, pourtant, des résultats, on en voit l'année longue. Oui, parce que les entreprises peuvent avoir des fins d'année qui sont différentes de nous, les mortels citoyens. Oui. Sauf que 80 des entreprises sont sur des calendriers réguliers. Donc, mars, juin, septembre et décembre. Donc, c'est pour ça que à la fin du mois de mars, on est là-dessus en ce moment, les entreprises ont 45 jours pour déclarer leurs résultats. Puis il y en a 80 qui déclarent là-dedans. Donc, c'est 5-6 000. Alors, c'est pour ça que... Puis 45 jours, bien, on arrive là. C'est la dernière semaine cette semaine. Oui. Pour ceux qui ont une fin de trimestre de mars, évidemment, si on a une fin de trimestre d'avril ou de mai, bien, c'est d'autres choses. Mais ça, c'est vraiment marginal. Les gros canons, les gros noms sont sur le calendrier régulier. Donc, c'est pour ça qu'on parle de tirer à sa fin. Il reste une semaine dans le fond. On va voir ceux de la semaine passée. À chaque semaine, durant les earnings, ici, on annonce 5 titres qu'on va suivre. Puis la semaine d'après, on regarde le résultat. Donc, les titres qu'on suit, on donne, en règle générale aussi, le bias sur le titre. Donc, Rax, Ralph Lauren, Shaq, Cisco et Amat. Alors, on va commencer par tout seigneur, tout honneur, Ralph Lauren, le beau cheval avec le genre de polo. Très beau vêtement, d'ailleurs. Alors, du point de vue estimé, bien, c'était bon, dans le sens au revenu par action. Oui, ça, c'est les revenus par action ou bénéfices par action? Bénéfices par action. Tu as raison, bénéfices par action, EPS, bénéfices par action.
c'était bon, mais c'est ailleurs que... C'est les perspectives, en fait. Puis c'est les marges de profit qu'on voit qui sont sous pression. Puis le titre, c'est pour ça que le titre, finalement, a reculé malgré le fait... ça tantôt, je pense. Voilà, malgré le fait qu'on a un bénéfice par action supérieur. Ça, c'est important que les gens comprennent ça, parce qu'en fait, ça, c'est un bon résultat. Moi, c'est ça que ça va pas bien. C'est pas juste ça. Ça, c'est le bénéfice par action. Il y a bien des façons d'arriver à un bon bénéfice par action, mais évidemment, il y a d'autres aspects à regarder. Donc, quand même, donnons à César ce qui est à César. Sur le BPA, on a battu les attentes. Mais le marché a retenu la partie plutôt prévisions d'avenir qui ne sont pas nécessairement intéressantes. Et le titre a eu une baisse dans cette journée-là. On va voir quelque chose de particulier parce qu'il y a eu un gap, un quasi-gap dans le monde de l'investissement actif pour dire qu'on a véritablement un gap, une brèche. Ça prend au moins 3 et plus. Lui, il a fait 2,7. Donc, on comprend qu'on est proche un peu, là, mais théoriquement, ce n'est pas un gap digne de ce nom. Alors, c'est pour ça qu'on parle d'un quasi-gap. Et en plus, à cause de la grosse chandelle qui est ici, qui n'est pas facilement visible pour le commun des mortels, on dirait qu'il n'y a pas de trou à l'ouverture. Mais il y en a eu un trou, et on va le voir grâce à un graphique de temps réel. Évidemment, c'est une photo que j'ai prise du 13 de mai. On est sur... ça, c'est fourni par Desjardins Disney, la plateforme d'accès direct. On voit ici le fameux gap en question. Là. On le voit très bien, là. Mais dans un temps record, on est en 5 minutes. Pardon, en 1 minute. Dans un temps record, on a fermé le gap. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas nécessairement apparent. Maintenant, ce que je veux surtout montrer, et qui n'est pas toujours perceptible, c'est ça ici. Là, on est la même journée du 13 mai. La partie bleue, c'est avant que les marchés rouvrent. On s'entend que les gens disent comment ça, on peut transiger avant les marchés. 90 des gens sur la planète ne peuvent pas transiger en dehors de 9h30, 4h. Mais si on a l'accès direct, on peut, avec un courtier d'accès direct et des plateformes appropriées, avoir accès au marché à partir de 8h le matin, aller jusqu'à 8h le soir. Et on voit des choses qu'on ne voit pas. Parce qu'ici, un exemple, on est avant l'ouverture. On s'aperçoit que ça, c'est la fermeture là, du 12, la journée de la veille. On voit que le titre a fermé à 133,20. Alors, durant la nuit, il n'y a pas eu grand-chose. Il s'est fait quelques transactions très tôt le matin et soudainement, le titre a chuté. Donc, on a atteint 127,22 à 9h moins 10. Et ça, c'est des pros qui transigent là. Mais à l'ouverture officielle, à 9h30, on est à 129,25. Certaines plages affichaient 129,50. C'est un autre problème. Les datas aujourd'hui, c'est fragmenté. Tu n'as pas toutes les mêmes ouvertures partout sur tous les services. Il faut faire attention à ça. Oui. Et à peu près, on est en 5 minutes. 10 minutes plus tard, on atteignait un sommet de 135. Et regarde après ce qui est arrivé. On a rechuté à nouveau, comme par hasard, au prix d'avant l'ouverture. C'est-à-dire qu'en théorie, ça, c'est des pros. Puis malheureusement, ici, c'est ce qu'on appelle, aux États-Unis, on appelle ça des mom and pops, qui ont acheté à l'ouverture, à Florence, pensant que par le BPA, qui était bon, c'est un bon bénéfice. Ça n'a pas tenu, puis il recule encore aujourd'hui. À 10 heures, ce qui est arrivé, c'est que les pros, eux autres, qui avaient vendu en pre-market, n'étaient pas plus acheteurs à 10 heures. Donc, ils ont vendu aux gens qui achetaient de 9,5 à 10, puis après, ça s'est effondré. Et vous le dites, au moment où on se parle, il est encore en baisse. Il est en recul. Puis quand on regarde sur une longue période, c'est vraiment un titre qui en arrache depuis plus de 3 ans. Là, on est à un creux de plus de 3 ans. Effectivement. C'est la même chose pour Michael Kors, qui aussi, c'est le même type le même créneau. Là. Et Michael Kors qui va publier ses résultats le 27 mai. C'est vrai. Alors, si vous avez accès à du pre-market, c'est intéressant de regarder ça, ce qui se passe avant. Puis souvent, c'est là qu'on a vraiment l'heure juste. Ici, on le voit sur un graphique quotidien. On avait identifié, nous, le titre baissier. Il y a de ça de quelques jours, pour ne pas dire 11 mai. Le 11 mai, j'ai la date ici. On avait mentionné un potentiel baissier, le 11 mai. Et effectivement, le titre a chuté. On avait aussi identifié une figure qui était à peu près dans la même période, qui était une figure baissière et qui semble se confirmer parce que le titre est toujours à la baisse. Une autre façon de le voir, une autre figure baissière. Dans les deux cas, le titre a traversé cette zone-là. Donc, nous, on est bias baissier sur ce titre-là. Alors, pour ne pas employer des mots que M. Gagné n'aime pas, on est short sur le titre. Donc, si on a à trancher ça d'un côté à nous, c'est du côté vente à découvert. Vente à découvert. Oui. Évidemment, on peut faire des options là-dessus. Ici, on peut se protéger. Il y a avec des puts plutôt qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de titres qui sont optionnables. Il y a avec des puts plutôt qu'y aller avec des actions. C'est moins risqué de vente à découvert. Voilà, Ralph Lauren, donc théoriquement, ça s'annonce pas bien.
Depuis son sommet de 180 quelques, là, au début de l'année, le titre est en chute depuis ce temps. Donc, c'est pas... C'est un secteur qui est difficile, hein, on s'entend, là, c'est pas, non, c'est ça. pas facile. Vêtements de luxe comme ça. Ouais. L'autre, c'est Rackspace Hosting, Oui, donc qui héberge des sites Internet, qui fait ce qu'on appelle en anglais du cloud computing. Oui. Ça, c'est pas facile non plus. Il a mangé, en bon français, toute une volée le jour de la publication de ses résultats. Vous avez bien raison, parce qu'ils sont un peu aussi, ils prennent des virages cloud, mais sont un peu vieux modèle d'affaires. Web hosting de Rackspace, c'est vraiment physique aussi. Oui, oui. C'est comme eWeb ici à Montréal, des trucs comme ça, là, qui hébergent des serveurs physiquement. Parce qu'avant, c'était ça, hein, tu louais un serveur, puis bon. Alors, c'est sûr que c'est difficile un peu avec le cloud, là. Oui, ils prennent le virage, là, mais je veux dire, c'est pas évident de prendre des virages des fois. Hein. Tu prends ça un petit peu vite, puis tu peux déraper. Donc, on voit en tout cas que le marché ne suit pas, là. Donc, dans le sens qu'ils n'embarquent pas là, dans leur. Il a perdu 14 après la publication des résultats. Effectivement. 1 milliard de capitalisation Effectivement. boursière. Alors, c'est sûr que ça a été très mal reçu. Puis, on voit que les résultats étaient théoriquement, BPA, étaient en ligne. Encore là, c'est les prévisions. Là, je le vois. Voilà. Prévisions de vente qui ont été extrêmement décevantes et c'est ce qui a fait que. Le titre a écopé. Puis je vois là, les revenus également, la croissance des revenus, 1,5 à 2,5 C'est ce qu'on prévoit pour le deuxième trimestre et c'était bien en dessous de ce qu'espéraient voir les analystes. Comme vous dites souvent, Sophie, c'est beau le résultat qu'il y a là, mais il faut creuser parce que souvent, il y a d'autres choses de plus importantes. On le voit, les marchés n'ont pas aimé du tout. Et on est aussi baissier, nous, sur ce titre-là. On l'avait donné d'ailleurs baissier quand on l'avait analysé ici avant les résultats financiers. On avait dit on pensait que c'est un titre qui irait vers le bas. C'est le cas. Et là, il va devenir encore intéressant parce que ce genre de gap-là, là, ça peut durer là, de 80 à 90 jours de bourse dans une descente avant de peut-être commencer à se rétablir. Dans certains cas, il y en a qui se rétablissent pas vite parce que ça continue à aller mal, ça continue de descendre. On avait Shake Shack. On a une minute pour parler de Shake Shack. OK. Shake Shack, bon, ils n'ont rien shaké, là, mais ils ont eu quand même un bon bénéfice par action. Ils ont battu ça d'un sou. Alors, c'était bien reçu à l'ouverture. On a eu un gap, mais là, il y a quelqu'un quelque part qui a dû trouver justement d'autres informations qui laissaient présager peut-être un avenir moins intéressant parce qu'il a fermé son gap dans la même journée. C'est pas habituel pour des gaps de résultats financiers. On le voit ici, il a fermé dans la même journée. Donc, un titre là, qui peut-être va en arracher un petit peu aussi. Cisco, l'éternel Cisco, qui a beaucoup de difficultés. Il y a eu un bon bénéfice par action, mais Cisco est pogné là, dans un mouvement de côté depuis des années, puis n'arrive pas à s'en sortir. Donc, difficile un petit peu pour Cisco. Là. Une bonne compagnie, mais eux autres aussi, ils doivent se réinventer. Et Amat, qui a battu les estimés d'un sou, qui a été récompensé par un gap à la hausse. Merci beaucoup. À tantôt pour répondre aux questions des analystes. De retour à l'émission, on s'investit en compagnie de nos deux invités, Régent-Paul et Philippe Leblanc. Avant de répondre à vos questions, je veux qu'on conclue pour qu'on comprenne bien la façon là, de sélectionner les titres chez Cote 100. Donc, dans le fond, 17 critères quantitatifs, axés surtout sur la santé financière, comme la dette, la liquidité notamment, la performance financière. Et vous arrivez avec une sélection d'une 60aine de titres. Et là, qu'est-ce qui arrive par la suite? C'est là que vous allez rencontrer la direction, que vous allez poursuivre l'analyse qualitative? Bien, il y a 3 catégories, comme je disais, de ratios. Là, on a parlé du bilan, il y a la performance financière et ensuite l'évaluation. Donc, si on met tous ces éléments-là ensemble, on arrive avec une cote, par exemple, de 70. Oui. On va se concentrer sur ces entreprises-là. Il va peut-être en avoir 200 à tout moment, sur 10 000 qui vont sortir dans le système. C'est sur celles-là qu'on va se concentrer. Et là, on va faire une analyse plus qualitative. Donc, quelles sont les perspectives de l'industrie, les barrières à l'entrée, la qualité de la direction. Donc, on rentre plus dans le détail. Mais pour nous, c'est vraiment, ça nous permet d'écrémer le marché puis se concentrer vraiment sur ce qui est susceptible de nous intéresser. C'est quand même pas loin de 300 titres ça demeure... C'est déjà beaucoup, mais c'est pas mal moins quand même beaucoup. Puis vous terminez avec un portefeuille de... On avait 25 titres dans notre portefeuille en général, oui. Okay. Le taux de roulement n'est pas trop élevé, c'est ce que je comprends, parce que vous investissez à long terme. Relativement faible, oui, effectivement. Mais l'analyse est en continu et, dans le fond, à un moment donné, c'est un titre va être remplacé par un autre où vous allez voir un potentiel supérieur? Ce qu'on fait, c'est un peu de la sélection naturelle. Lorsqu'on trouve un titre, on fait de la recherche constamment. Lorsqu'on trouve une compagnie qui est intéressante, bien, la question qu'on doit se poser, est-ce que c'est plus intéressant qu'un des titres qu'on détient déjà en portefeuille? Mais si c'est le cas, peut-être qu'on devrait effectivement vendre le titre puis acheter la nouvelle compagnie. Parfait. D'accord. On y va avec vos questions. D'abord, une première question concernant Clocks Technologies. On demande, savez-vous quand Clocks va faire son entrée
en bourse. Pourquoi l'entreprise a-t-elle choisi de s'inscrire sur le Nasdaq? C'est en février dernier, je pense qu'on avait annoncé, Clocks avait annoncé son entrée en bourse. Donc, il dit, bon, finalement, que pensez-vous de cette compagnie pour la partie davantage spéculative de mon portefeuille? Bon, il a 36 ans et recherche quand même une perspective à long terme, mais il va falloir peut-être être patient avant de songer à investir dans Clocks, parce que là... Oui, tu poses la question, c'est pourquoi Nasdaq? Si on peut amener... Oui. Je pense oui, je vais le mettre sur votre le contrôle de la vie ou de la mort sur mon écran. Vous avez le contrôle, là. Oui, voilà, c'est ça. Ce qu'on va voir, en fait, on voit qu'ils sont vraiment prêtes en bourse parce que déjà, on a obtenu un graphique de Clocks, sauf qu'il n'y a rien. Non, c'est ça. Alors, c'était prévu, l'IPO était prévu pour le 7 mai. Donc, ça fait pas longtemps, là. On a de ça quelques semaines. Ce que j'ai trouvé comme information, c'est qu'ils ont reporté je ne me trompe pas, c'est canadien aussi, hein? Oui, en fait, c'est à Québec. Bellini qui est en arrière de ça, je pense, c'est oui. ça. Ils ont reporté, mais à une date indéterminée. Et ce qui a transpiré du report... C'est à Laval, excusez, j'ai dit Québec, c'est à Laval. C'est Laval, M. Bellini oui, qui est derrière ça, au effectivement. Québec, à Laval. C'est ce que je voulais dire, oui. Alors, ce qui a transpiré du report, c'est que il semblerait qu'il y a un roadshow qui doit se faire avant d'arriver en bourse, puis l'intérêt n'est peut-être pas là. Alors, je pense que les underwriters, les souscripteurs en français, je pense qu'on appelle ça, sont à travailler pour essayer de mousser l'intérêt du titre, parce qu'ils ne l'amèneront pas en bourse s'ils n'arrivent pas dans la fourchette. Je pense qu'il y a une fourchette de 11 à 13 de mémoire, là, comme prix d'entrée. Alors, s'ils ne sont pas dans cette fourchette-là, il faut qu'ils continuent de travailler. Donc, c'est pour ça qu'ils ne sont toujours pas en bourse, puis il n'y a pas de date de données. Pourquoi Nasdaq? Écoutez, le choix d'une bourse, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent faire en sorte qu'on choisisse une bourse plutôt qu'un autre. Question de prix. New York, c'est ce qui coûte le plus cher. Nasdaq en deuxième. Toronto après. Vancouver. La réglementation n'est pas la même aussi. Mais c'est sûr que si on veut aller chercher un bassin d'argent, il faut aller sur des bourses théoriquement qui sont américaines, New York et Nasdaq. Puis de façon très, très générale, parce que ça, c'est une petite compagnie dans le secteur biopharmaceutique. On est du côté là, du traitement de la peau, des problèmes de peau. Évidemment, ça va être un titre spéculatif. Comment est-ce que vous regardez des premières émissions comme ça de petits titres dans un secteur bio? Parce que je sais que vous n'êtes pas du côté de l'énergie et des matériaux, c'est très cyclique, c'est très volatile. Qu'en est-il de votre opinion sur le biotechnologie? Nous, on évite les premières émissions. On préfère regarder une compagnie qui a un historique, qui est déjà en bourse depuis un certain temps. Il faut comprendre aussi que lorsqu'une compagnie va en bourse, c'est que tous les astres sont alignés pour avoir un prix intéressant pour les gens qui vendent. C'est ça. Donc, c'est ça, là, on attend, là, parce qu'on veut là, c'est ça, les astres sont peut-être pas tout à fait alignés. Ils retardent retardent un petit peu, peut-être pour avoir un meilleur prix. Je ne connais pas cette situation-là, mais généralement, nous, on évite autant que possible les nouvelles émissions. Juste pour dire, pour aller dans le même ordre d'idée, même si nous, on est considéré comme de l'investissement actif, day trader, théoriquement, on est plus agressif sur tout, mais j'ai la même opinion que M. Leblanc, on ne va pas non plus dans les IPO, nous-mêmes, sur le niveau de l'investissement actif. Les Facebook de ce monde, les Twitter, puis Facebook, on suit une aventure. Quand ça sortit en bourse, ça a mal tourné. Ben oui. Tu n'as pas d'historique. Alors même du point de vue graphique, tu n'as pas d'historique. Donc, c'est dur d'être capable de comparer le titre. Ce qui performe mieux que là, des mois, des années, il n'y en a pas. Donc, théoriquement, je dirais aux gens, moi, à moins d'avoir aimé les montagnes russes, tenez loin des IPO. Quand on dit 3 de son portefeuille, là, il y a 36 ans, mais 3 de son portefeuille dans un titre, disons, risqué, là, que là, ça peut être autant à la hausse qu'à la baisse. Ça semble-tu beaucoup comme pourcentage? Non, je pense que 3 Ça dépend. C'est peut-être 1 ça serait peut-être trop là, si c'est un titre qui est très, très risqué. C'est difficile de répondre à cette question. Mais il faut être conscient du risque qu'on prend, en tout cas. Oui, mais c'est ça. Personnellement, ce genre de titre très risqué-là, je m'entends en avoir aucun dans mon portefeuille. OK. Question suivante. On change de catégorie d'actifs. On va parler d'obligations. J'écoute régulièrement votre émission. J'aimerais savoir quel est votre avis sur les meilleurs fonds négociés en bourse. Ah là, on parle du prix de l'or, c'est vrai. Dans le secteur de l'or pour 2015. Alors, c'est Alex qui nous envoie cette question-là. Petite analyse peut-être. Oui, bien, nous, évidemment... Régent-Paul de l'or. Oui, bien, une des meilleures références pour quelqu'un qui veut transiger, en tout cas... GLD, on parlait d'historique, justement, là, puis on en a ici, là, c'est GLD. Et GLD, il faut rappeler aux gens, c'est l'ETF du Spider. C'est gros, hein? Spider, c'est un gros gestionnaire, là, qui est calqué sur l'once d'or, le spot, à Londres. Donc, si on veut transiger l'or, autrement que s'acheter des lingots d'or, qui n'est pas pratique, là, qui est difficile un peu à dissimuler, GLD est une solution alternative. Il y a évidemment GDX, si on va aller vers les entreprises. Oui. C'est un autre ETF, mais des entreprises et GDX, je vous donne un exemple ici, il y a 30
les 30 plus gros aurifères là-dedans. Ça, c'est les 10 plus grosses. Alors, on voit qu'il y a des gros joueurs. Alors, plutôt que d'aller sur une entreprise, puis malheureusement, des fois, choisir la mauvaise pour toutes sortes de raisons, bien, en allant sur ça ne varie pas toujours dans la même direction, GDX puis GLD? En théorie, oui. Okay. Mais il peut y avoir des délais. Oui, effectivement. On a eu des cas où l'or montait, si on parle juste Kinross, l'or montait à 2000, Kinross a fait du surplace, puis les gens ne comprenaient pas pourquoi. Bien, acheter des lingots d'or, c'est une chose, GLD, c'est un autre, puis acheter une compagnie, c'est un autre. Alors, la compagnie a sa dynamique propre. Puis c'est pas parce que l'or monte que, du moment qu'elle se gère, peut-être qu'elle ne va pas suivre. Vos prévisions techniques là, sur le prix de l'or? Et aussi, juste finir, il y a aussi quelqu'un qui va avoir une plus longue liste. Là. On trouve là, sur l'Internet là, tous les ETF là, du secteur de l'or. Le truc, classer ça par volume. Regarde, quand tu tombes à 80 000, 60 000 de volume par jour, 50 000, ne touchez pas à ça. Donc, il faut se tenir dans le haut. Du point de vue technique, bien, on est toujours baissier. Hein, si on se fie à notre graphique ici de GLD. Alors, on est en baisse depuis qu'on a atteint les sommets. On a eu beaucoup de figures baissières, là, techniques, se sont toutes réalisées jusqu'à date. Et encore dernièrement, on le donnait baissier. Donc, pour le moment, oui, il y a des petits soubresauts, on le voit, là. Mais de façon générale, on ne peut pas dire que depuis les sommets de 2000, là, ça n'a pas... il n'y a pas de signaux d'achat, en tout cas, actuellement. OK, très bien. On y va avec les obligations. Avez-vous un commentaire sur l'or en général? Bien là, cyclique, ça ne fait pas partie de vos favoris. Pas vraiment de commentaire positif à faire sur l'or. On n'investit pas dans l'or. Okay. Dans le sens technique. Alors, maintenant, question suivante. J'ai acheté 1500 actions de XTR à 12 $. Donc, c'est un fonds négocié en bourse XTR de Income Fund, là, de fonds de revenus, là, en fait, des titres... je vais vous le mettre. C'est un iShare, voilà. Donc, de revenus mensuels. Ah, il est là. Mais avec la possible hausse des taux d'intérêt, je doute de mon choix. Quels sont les ETF d'obligations que vous me conseillez d'acheter? Et là, il pose la question, est-ce que je devrais avoir un ladder de 1 à 5 ans, donc où les échéances sont réparties sur une période de 1 an à 5 ans? Quelle est votre stratégie en matière d'obligations dans vos portefeuilles? On est vraiment des investisseurs en actions. Oui. La partie obligataire, on s'en tient vraiment à la base. On n'essaie pas de réinventer la roue puis aller chercher des rendements additionnels en transigeant. Soit on achète des obligations, puis on les garde à échéance. Donc, ce qu'on fait généralement dans le moment, puis depuis quelques années, c'est qu'on ne veut pas aller trop long parce qu'à long terme, il y a un risque de hausse des taux. De notre côté, à très court terme, les rendements sont très peu intéressants. Donc, on s'en tient généralement entre 5 et 10 ans. L'autre point aussi, ce qu'on fait, on investit généralement dans des obligations municipales qui donnent un taux un peu plus élevé que les équivalents Québec ou Canada. C'est quoi? C'est toujours comme un 10 points de base, 10-14? On parle de peut-être 50 points de base de plus. C'est quand même... Au moins 50 c'est pas des rendements très élevés, mais c'est quand même... Ça vaut la peine de regarder des municipales. C'est sûr que c'est moins liquide, cependant. Et on va faire des obligations corporatives de qualité. Donc, mais on s'entend que si on achète l'obligation, qu'on la garde à échéance, on obtient le rendement à échéance qui est indiqué lorsqu'on transige, puis il n'y a pas d'histoire de liquidité parce qu'on reste jusqu'à échéance. Il n'y a pas de risque lié au manque de liquidité. Nous, on ne transige pas ou très, très peu nos obligations, on les garde à échéance. Donc, la liquidité, pour nous, ça peut être important lorsqu'on rentre, lorsqu'on en achète, mais après ça, c'est moins important. Exact. OK. XTR. Ouais, techniquement parlant, ça va avec les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt sont flats depuis plusieurs années. On le voit ici depuis 2010. On est en mensuel actuellement. Là. Donc, depuis 2010, on est sur la flat line. Hein, c'est absolument rien qui bouge. Je ne sais pas, au Canada, je ne sais pas s'il y a des options là-dessus, mais en tout cas, des trucs comme ça qui ne bougent pas, qui vont de côté, c'est bon pour la génération de revenus. Si on fait des calendriers, des butterflies, des trucs comme ça, des options qui rapportent de l'argent si en autant que le titre ne bouge pas. Ça, c'est génial pour ça. Par contre, comme M. Lambert m'a mentionné, évidemment, si les taux augmentent, c'est sûr que ça va théoriquement baisser. Peut-être déjà, là, c'est peut-être un petit peu précurseur. On se met en jour. Là. On se voit en jour que depuis 3 mois, là, il y a une baisse, là, en tout cas sur cet ETF-là. Okay. Alors, puis moi, peut-être juste rapidement, je regardais pour un ladder 1 à 5 ans, il y a CBO dans le corporatif, où il y a le CLF qui est dans le gouvernemental. Je comprends que dans vos obligations, vous ne mettez pas de corporatif. Le risque, vous le prenez en action. Exact. Donc, la partie obligataire, c'est du municipal, c'est du garanti. Nous, on investit les obligations pour la préservation du capital, pour le revenu. Puis le rendement, on va chercher au niveau des actions. Voilà. Alors, si ça vous intéresse, CBO ou CLF. Je veux qu'on passe à la question sur Dollarama et Couche-Tard. Je vais prendre le temps d'y répondre parce qu'il nous reste 3 minutes. Je voudrais savoir si c'est le temps d'acheter les titres de Dollarama et de Couche-Tard. Je ne sais pas si... vous l'avez tout de suite de près. Donc, analyse de Dollarama qui est rendue, à 71 $ l'action. Dollarama, ça performe là, depuis... en fait, c'est toujours un peu la même histoire. La problématique, on est certainement performé
entrer à ce niveau-là, c'est pas évident, là. À quelque part, c'est de Dollarama, là. Je pense qu'il va falloir que ça finisse par retracer un jour, mais disons que pour le moment, il faut donner à César ce qui revient à César. Ça n'arrête pas de grimper là, depuis pratiquement 7-8 ans. Dernièrement, en quotidien, là, on semble avoir un mouvement de côté. Peut-être qu'il y a de l'essoufflement un peu. On est suracheté actuellement. Donc, pas de signal d'achat. C'est pas un titre que je vendrai à découvert non plus pour autant, là. Mais je ne suis pas sûr qu'à partir de maintenant, ça soit le meilleur moment. Ça peut être cher. Est-ce que ça rentre dans le système cotisant, un titre comme Tous Dollarama? les critères sont en place. La seule chose, c'est au niveau de l'évaluation. Le stock est, à mon avis, trop cher. Probablement que ça reflète, c'est justifié par la performance de l'entreprise. Mais moi, en tant qu'investisseur, est-ce que je serais prêt à payer ces niveaux-ci? J'attendrais un repli significatif, à mon avis, pour que ça devienne intéressant. Est-ce que Cotisant en a en portefeuille? Non. On détient une compagnie de Dollar Tree aux États-Unis qui ressemble beaucoup. Et dans le cas de Dollar Tree aussi, on trouve que le stock est cher aussi. C'est un secteur qui a attiré beaucoup les investisseurs depuis quelques années. C'est quand même assez défensif. Il y a une croissance aussi, contrairement à plusieurs autres secteurs. Puis il y a un changement d'habitude des consommateurs, d'être plus soucieux des bas prix, et ça a donné de l'élan, ces titres-là, après la crise. Ils ont bien fait en général. Les escompteurs, les détaillants escomptes ont très bien fait. Couche-tard, votre opinion, puis on va le regarder techniquement encore une fois, après. très belle société. C'est un titre qu'on détient en portefeuille depuis de nombreuses années. C'est un petit peu, je pense que c'est la cassette, on pourrait la répéter pour plusieurs titres, là, mais c'est un titre de belle qualité, mais un peu cher. À ce prix-là. 30 secondes pour l'analyse technique. On s'entend que c'est une belle entreprise, là. Je pense que c'est indéniable, mais ça semble être un peu cher et c'est ce que le marché semble dire là, depuis quelques semaines et quelques mois. Oui, alors du côté d'Alimentation Couche-Tard, aujourd'hui, 47,43 et bien, je vois quand même la cible qui varie, en moyenne, c'est 55 l'action. Donc peut-être qu'on y voit encore un peu de potentiel. C'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, les Jean-Paul et Philippe Leblanc. Merci à vous. À demain.